Vous en avez marre de crier sur vos enfants? D'avoir l'impression de ne pas être respecté? Ou à l'inverse, de passer votre temps à jouer aux gendarmes? Vous en avez marre de devoir sans arrêt rappeler les règles, leur courir après, tout leur rappeler? Bref, vous n'êtes pas le parent que vous avez envie d'être en ce moment? Je vous comprends tout à fait. Et on a tous, je pense, des périodes comme celle-là. Ce qui est important, c'est que ça ne dure pas. Et pour que ça ne dure pas, il faut avoir des outils et du soutien. Et ça, c'est justement ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui. J'ai fait un petit sondage récemment et beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles seraient intéressées que je rouvre des ateliers de parents en discipline positive. La discipline positive, c'est l'équilibre entre la fermeté et la bienveillance à travers les outils de l'encouragement. Bref, je rouvre des ateliers de parents. Ça se passe en 7 séances de 2 heures. Ça va se dérouler en novembre et en décembre, au choix les mardis ou les jeudis soirs, le tout en ligne à distance. Dans ces ateliers, vous allez faire des mises en situation, des jeux de rôle, vous allez réfléchir, partager et repartir avec des tas de solutions concrètes pour une vie de famille beaucoup plus apaisée. Pour une maison où vous allez enfin pouvoir jouer, rire, échanger, plutôt que de passer votre temps à faire la police. Si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. C'est les vacances et vous avez peut-être la pression. La pression de faire plein d'activités à vos enfants pour les occuper, de peur qu'ils ne s'ennuient. Et pourtant, peut-être que vous-même, vous n'êtes pas en vacances. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps, ou peut-être que vous espériez profiter de vos congés ou de l'arrêt de l'école et des activités pour faire des grands rangements, du bricolage ou tout ce que vous avez repoussé pendant la période de la rentrée qui était très intense. Et je suis comme vous, hein. J'ai autre chose à faire que de passer 3 heures à préparer une activité créative qui avait l'air incroyable dans cette vidéo sur Insta pour que votre enfant y passe 30 minutes à tout casser et s'en désintéresse ensuite. Je pense qu'on peut mieux utiliser notre temps que ça. Et puis, nos portefeuilles ne sont malheureusement pas extensibles et on ne peut souvent pas multiplier les sorties sympas dans des centres de jeux avec des piscines à boules, des cinémas, des fermes pédagogiques, etc., qui vont occuper nos enfants pour nous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment la vie quotidienne en elle-même peut être un magnifique terrain de jeu pour un enfant et comment vous pouvez associer vos enfants à toutes vos tâches, même celles qui vous paraissent totalement barbantes. Et en quoi ça va au contraire renforcer vos liens familiaux. Bref, comment profiter de votre famille en vacances sans vous épuiser ni vous ruiner. Ces activités du quotidien que nous devons tous faire. Il faut bien ranger, nettoyer, cuisiner, parfois bricoler. Ce sont des choses qui sont obligatoires simplement pour continuer à vivre dans de bonnes conditions sanitaires, d'hygiène, pour grandir avec une alimentation suffisamment saine, etc., etc. Eh bien, toutes ces activités du quotidien, elles nous paraissent, à nous adultes, parfois ennuyeuses. Je dis parfois parce qu'il y a des gens qui adorent repasser, par exemple, ou que ça épanouit profondément de ranger un espace, de le voir dégager. Ce que je comprends très bien. Mais il y a beaucoup de choses qui nous paraissent pénibles. Pourquoi? Parce que nous les faisons depuis des années, et des années, et des années, et que ça n'est jamais fini. On n'a jamais fini de passer l'aspirateur, on n'a jamais fini de faire la poussière, on n'a jamais fini de frotter, de nettoyer. Il faut toujours, à un moment donné, recommencer. Parce que les choses se salissent parce qu'on vit dedans, tout simplement. Il faut toujours faire des lessives. Ça, quand on a une famille nombreuse, on sait ce que c'est. Les lessives, c'est tous les jours. Eh bien, ces activités, elles vont répondre, en fait, à 2 besoins fondamentaux de l'enfant, mais de tout être humain.
le besoin d'appartenir et le besoin de contribuer. Ces deux besoins fondamentaux, ils ont été établis par Alfred Adler, un très grand psychologue qui a fondé la psychologie individuelle. Et voilà, pour lui, chaque être humain a ces deux besoins. Le besoin d'appartenir, c'est quelque chose qui peut se développer quand on fait des choses dans une communauté, par exemple dans la famille. Si on fait des choses ensemble, par exemple si on met de la musique et qu'on y prend du plaisir tous ensemble. Si on fait, par exemple, des tâches ménagères en discutant avec son frère, sa sœur, son père, sa mère, etc., ça va devenir un vrai moment de partage où on va se sentir appartenir pleinement à cette communauté. Le sentiment d'appartenance, il est nourri en fait par l'affection, par les bons moments passés en commun. Et donc, je vous le disais, on peut discuter, on peut mettre de la musique, mais en particulier pour les garçons et les hommes qui sont souvent réticents à parler, parfois il est très précieux de simplement faire des choses côte à côte, épaule contre épaule. C'est vraiment un retour que j'ai de la part de beaucoup d'hommes, de papas et d'enfants, y compris d'adolescents, de grands ou de petits jeunes hommes, on va dire, qui n'ont pas spécialement envie de parler, mais qui sont très heureux de faire un projet ensemble et que ça rapproche énormément. Je sais que quand mon mari va couper du bois en forêt avec l'un de ses amis, quand il rentre et que je lui demande de quoi ils ont parlé, souvent de pas grand-chose. Pourtant, ces moments passés ensemble les ont considérablement rapprochés. Je le sais aussi à travers une association de familles en deuil d'enfants, où les papas, souvent, aiment bien se réunir pour bricoler côte à côte. Ils n'ont pas besoin de parler de leur deuil, ils ne ressentent pas le besoin, le plus souvent, de parler de leurs enfants, mais ils apprécient de sentir qu'ils peuvent partager ce moment où ils font quelque chose à côté de quelqu'un d'autre qui partage la même douleur, qui partage la même expérience. Et rien que ça leur suffit, ça les apaise et ça leur apporte, encore une fois, un immense sentiment d'appartenance. Et ça, c'est quelque chose dont nos enfants ont terriblement besoin. Et en particulier, et je dis ça vraiment sans chercher à faire culpabiliser qui que ce soit, hein, mais en particulier aujourd'hui, où nous pouvons avoir un rythme de travail parfois effréné, et où les enfants, certains enfants se retrouvent à passer beaucoup de temps à l'école, puis au périscolaire, ou alors au centre le mercredi, toutes les vacances, et en fait passent au final assez peu de temps avec leurs parents. Donc c'est d'autant plus important que ces moments avec les parents soient des vrais moments partagés. Mais ça peut être des moments partagés autour de tâches du quotidien qu'il faut de toute façon accomplir. Donc ça évite aux parents de prendre trop sur leur temps incompressible, mais au contraire de partager ces temps incompressibles de ménage, de rangement, de lessive, etc. avec leurs enfants. Et ça va répondre à l'autre besoin fondamental de l'être humain, le besoin de contribuer, le besoin de se sentir important dans cette communauté à laquelle on appartient. C'est très simple, hein, si vous avez une carte d'adhérent quelque part, mais qu'en fait, vous ne faites rien pour l'association, par exemple, ou le club auquel vous appartenez, si vous êtes seulement consommateur, utilisateur, vous allez avoir un rapport différent avec l'association ou le club en question. Et lorsque vous commencez à vous impliquer, que ce soit en faisant un peu de bénévolat, que ce soit en organisant quelque chose, que ce soit simplement en participant au groupe WhatsApp, vous commencez à avoir ce sentiment d'importance. Alors quand on dit ce sentiment d'importance, il ne faut pas mal le comprendre, hein. C'est pas un sentiment de supériorité ou oh là là, qu'est-ce qui se sent important celui-là. Non, c'est le sentiment d'avoir de l'importance, d'importer aux autres, d'avoir une contribution à apporter. C'est vrai que je préfère ce terme de contribution que je trouve très beau. Et pour vous donner un exemple, quand j'étais toute petite et qu'on passait nos vacances chez mes grands-parents, eh bien tous les matins, je faisais le ménage avec ma grand-mère. Alors le sentiment d'appartenir, il n'était pas vraiment nourri parce qu'on le faisait séparément. On était un peu dans des pièces différentes, mais mon sentiment de contribuer était profondément nourri. J'avais un petit chiffon et tous les matins, je nettoyais le grand escalier en bois avec ces petites séparations en bois que je nettoyais une par une
Alors ça peut vous paraître ridicule de faire la poussière d'un escalier tous les matins, mais ma grand-mère faisait le ménage vraiment tous les matins, assez à fond et je me sentais importante, c'était un rôle qu'elle m'avait confié et j'avais le sentiment vraiment, d'apporter ma contribution. Alors même que j'étais en vacances, vous voyez, j'aurais pu faire plein d'autres choses et pourtant ça me plaisait beaucoup. Je vous invite à une petite parenthèse dans notre épisode. Est-ce que vous savez, l'une des plus grandes joies de mon métier, c'est de recevoir des messages comme celui-ci. Anne-Laure, merci du fond du cœur. Tu es formidable et ça donne envie d'y arriver. Nous avons tout apprécié, en particulier les recherches de solutions, car c'est concret. Que c'est génial de pouvoir partager avec d'autres parents sur des cas concrets de nos vies réelles. Que ça permet d'avoir de vraies solutions pour nos vrais problèmes. Et d'autre part, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Voilà, des messages comme celui-là, franchement, ils me redonnent la pêche pour des semaines et des semaines. Et ce n'est que l'un des très nombreux témoignages que j'ai reçus sur les ateliers de parents en discipline positive que je propose régulièrement. Et justement, comme je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, j'en rouvre 2 en novembre et en décembre, l'un le mardi soir, l'autre le jeudi soir, les 2 en ligne de 20h30 à 22h30 via Zoom. Ces ateliers, ils ont changé la vie de beaucoup de familles, y compris des gens qui n'étaient pas forcément très motivés au départ. Vous retrouverez sur le lien pour vous inscrire aux ateliers d'épée de discipline positive, donc, plein de témoignages de parents qui les ont suivis, y compris, par exemple, d'un papa qui dit clairement qu'au départ, il n'en voyait pas du tout l'intérêt, mais qu'au final, il a découvert des outils concrets, qu'il a appris à mieux comprendre les objectifs cachés de l'enfant et que ça lui a beaucoup apporté, au point que maintenant, il est prêt à suivre des ateliers complémentaires derrière. Parce que, oui, petite précision, ça ne coûte pas plus cher de s'inscrire en couple ou seul. C'est exactement le même tarif, parce que l'objectif, c'est que s'il y a l'un des membres du couple qui ne peut assister qu'à 1 ou 2 séances, que ça ne l'arrête pas. Les 2 membres du couple sont absolument les bienvenus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire très très vite avant que les places ne se remplissent, parce que les places sont limitées pour chacun des 2 ateliers. Et j'espère vous retrouver bientôt dans ces conversations qui sont absolument passionnantes. Maintenant, je vous laisse revenir à notre épisode. Ça aurait été encore mieux si on avait pu le faire vraiment ensemble. Mais bon, on ne peut pas être toujours parfait. Même chose quand j'étais petite. Alors là aussi, on ne le faisait pas ensemble, et c'est un peu mon regret. Mais quand j'étais petite, ma mère me confiait la préparation de ces morceaux de patchwork. Elle a fait un immense patchwork, et donc ça, un projet qui a duré des mois, peut-être même des années, je ne sais plus. Et moi, j'avais pour tâche de préparer ces morceaux de patchwork. Il fallait que je superpose des morceaux de tissu qu'elle avait coupés au préalable, et puis que je les attache avec quelques points très larges. Donc je savais juste manier un fil et une aiguille. Il n'y avait même pas besoin de faire de nœuds. C'était vraiment simplement pour fixer ensemble ces petits morceaux de patchwork. Elle, ensuite, elle allait pouvoir les coudre vraiment précisément. Eh bien, c'est pareil. Alors du coup, je faisais ça dans mes dessins animés. Encore une fois, ça aurait été mieux si ça avait pu être des moments qu'on partageait. Mais je me sentais importante. J'avais l'impression d'avoir un rôle à jouer dans ma famille. Eh bien, si on peut combiner quelque chose qui nourrisse le sentiment d'appartenance et quelque chose qui nourrisse le sentiment d'importance, de pouvoir contribuer, alors on aura tout gagné avec nos enfants. Et encore une fois, tout ça, ça peut se faire à travers la vie quotidienne. Je vais vous prendre 4 grands exemples. Le ménage, la cuisine, le bricolage et le rangement. Le ménage. Alors le ménage, souvent ça marche extrêmement bien avec les plus jeunes, un peu moins avec les plus grands. Mais souvent les plus jeunes, comme moi quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, les plus jeunes adorent faire le ménage, comme les grands. Et pour les grands, si on a un peu plus de mal à les intéresser, par exemple pour les plus jeunes, on peut leur demander de faire la poussière, on peut leur confier un petit plumeau, on peut leur confier un petit balai, une pelle et une balayette. S'ils commencent à être un petit peu plus forts, suivant le poids de l'aspirateur, on peut leur confier l'aspirateur, leur demander de passer la serpillière, etc., etc. Avec les plus grands, on va pouvoir leur proposer de faire des choses de grands. Et c'est peut-être plus ça qui va les motiver. Ça peut être de retirer les toiles d'araignée qui sont au plafond. Peut-être qu'il va falloir monter à l'escabeau pour ça. Ça peut être de ramper à tel endroit pour aller nettoyer dans des coins un petit peu inaccessibles pour les adultes. Ça peut être de s'occuper de la voiture.
Ça peut être plein de choses, de grand. Et alors, rassurez-vous, justement, je vous ai préparé il y a déjà quelque temps une liste des tâches ménagères que vous pouvez proposer à vos enfants par âge. Évidemment, ça reste indicatif, mais ça peut vous donner de bonnes idées, d'après notre propre expérience avec des enfants d'âge bien différents, de ce que vous pouvez proposer à vos enfants comme tâches adaptées à leur âge, évidemment, à leur taille, à leur force physique, etc. Cette liste, vous la retrouverez dans le Terrier des Montessori 7. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode. Mais c'est notre communauté gratuite où on partage toutes les ressources que nous offrons à notre communauté. Vous pouvez retrouver aussi des extraits de mes formations, bref, plein de choses. Et vous retrouverez entre autres cette liste des tâches ménagères par âge qui peut être un excellent guide pour savoir quoi proposer à quel enfant. Le petit truc qui marche très bien chez nous, c'est ce qu'on appelle le petit rangement quotidien. Je vais être honnête, on a des périodes où on ne le fait plus. Et puis on a des périodes où on le refait. Et là, pendant les vacances, typiquement, on avait recommencé un petit peu avant, mais là, pendant les vacances, nous sommes vraiment tous ensemble, y compris notre fille qui passe la semaine loin de nous pour pouvoir faire de la danse au conservatoire. Eh bien, nous sommes vraiment tous ensemble et donc nous nous lançons à fond dans ce petit rangement quotidien. Chez nous, le petit rangement quotidien, c'est très simple. 1/4 d'heure, 15 minutes, avec un chrono. Donc, on s'arrête quand ça sonne. Et on se bouge. On a chacun quelque chose à faire. Et souvent ensemble. Et on s'active. On peut mettre de la musique. On y va à fond pendant 15 minutes. Et c'est fou les progrès qu'on peut faire. À 6, on est quand même 6. En 15 minutes dans une maison. Hier, par exemple, il y en a plusieurs qui sont allés s'occuper de la voiture. En 2 fois 15 minutes, on pouvait remettre la voiture totalement en état. C'est-à-dire qu'avant-hier, on a commencé par vider la voiture et ranger tout ce qui était dedans. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de tout ramener dans la maison. Tout ce qui était ramené dans la maison a été remis à sa place. Et croyez-moi, après les grandes vacances, la rentrée, les différentes activités, il y avait un bazar monstrueux. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas rangé la voiture. Donc, on a totalement rangé la voiture. Et hier, nos 2 filles sont allées s'occuper du ménage de la voiture. Une qui passait l'aspirateur et l'autre avec un petit chiffon humide pour nettoyer un petit peu tous les plastiques du tableau de bord, etc. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pris la voiture. Et mon Dieu, quel bonheur de monter dans une voiture propre et bien rangée. Et c'est pareil pour tout. Je veux dire, pendant qu'elle s'occupait de la voiture, nous étions donc 4 dans la maison avec différentes tâches dans le salon. Il y en a 2 qui s'occupaient de ranger notre placard de garde-manger, pendant que moi j'étais juste en face à m'occuper du bahut qui devient très vite un endroit, vous savez, où on pose les choses en rentrant à la maison. Donc toutes ces petites choses qui traînent, où j'ai fait le tri dans tout ça. Bref, voilà, on était tous en action et c'était formidable. Ce petit rangement quotidien, c'est à la fois formidable pour simplement l'entretien de la maison et en même temps, on passe un bon moment et les enfants apprennent des compétences qui leur seront utiles plus tard. C'est important qu'un étudiant sache passer l'aspirateur, passer la serpillière, garder un environnement ordonné autour de lui. Trop souvent, on les lâche quand ils sont majeurs, quand ils vont faire leurs études ailleurs, etc. Ils ont plus de liberté, mais ils n'ont pas appris à prendre soin de leur environnement. Donc le ménage, vous voyez, j'ai commencé peut-être par un des aspects les plus rébarbatifs, mais ça peut être un formidable facteur de cohésion pour le sentiment d'appartenance et pour apprendre des responsabilités, ce qui va développer le sentiment de contribuer. Plus sympathique, et vous y aviez peut-être déjà pensé, la cuisine en famille. Souvent, les enfants adorent faire la cuisine, surtout quand il s'agit de plats qu'ils aiment. Chez nous, le plus classique, on va dire, c'est de faire des pizzas ensemble. On fait souvent ça entre filles, j'avoue. C'est moi qui fais la pâte à pizza et puis nos 2 filles préparent les garnitures. Et il y a un petit aspect qui est très amusant, c'est que les enfants mangent beaucoup plus volontiers les poivrons ou les champignons quand ce sont eux-mêmes qui les ont mis sur leur pizza. Quand on leur dit il faut qu'il y ait un légume, eh bien ok, ils choisissent leurs légumes et puis c'est eux qui le disposent, etc. Et étonnamment, ça passe très très bien quand il s'agit de le manger. Donc voilà, faire des pizzas, c'est un grand succès en général.
Mais ça peut aussi, et là tout le monde s'y met, faire des burgers. Alors c'est pareil, il y en a un qui doit couper les tomates, il y en a un autre qui doit faire cuire les steaks, un autre qui va mettre peut-être des petits oignons, éplucher les oignons, un autre qui va assembler, mettre le fromage, etc. Quelqu'un qui va mettre au four, bref. Super activité en famille. Mais au fur et à mesure, ce sont nos propres enfants qui commencent à nous demander, qui ont envie de faire certaines choses, typiquement pendant les vacances. Et quand les enfants grandissent, je dis ça pour donner de l'espoir à ceux qui ont des tout petits enfants, au final, ils peuvent se retrouver à faire aussi les choses eux-mêmes. Donc ils se mettent à 2 ou 3 et ils peuvent faire des recettes eux-mêmes. Par exemple, notre grande fille, a envie de faire une pavlova pendant les vacances. Et je ne suis même pas sûre d'avoir déjà fait une pavlova, donc c'est un très, très beau projet. Elle fait sa petite liste de courses et donc demain, je vais faire les courses pour qu'elle puisse faire sa pavlova. Mais vous pouvez associer vos enfants à la cuisine vraiment de tous les jours. Par exemple, s'il y a des concombres à couper, couper les fruits et légumes, ce qui est souvent ou les éplucher, ce qui est souvent une corvée pour nous adultes, c'est un plaisir pour les enfants. Alors évidemment, ils sont plus lents que si c'était nous. Mais pendant que eux font ça, nous, on peut faire autre chose. Donc c'est quand même un gain de temps pour tout le monde et c'est tellement plus sympa aussi. Alors évidemment, attention, hein, ça demande un petit peu de compétences. Savoir verser, plus ils sont jeunes, plus les compétences vont être basiques, mais savoir verser d'un récipient dans un autre, savoir couper des légumes, par exemple avec un couteau à lame ondulée, c'est vraiment mon conseil à toutes les familles qui veulent apprendre à leurs jeunes enfants à couper des fruits et légumes. Les couteaux à lame ondulée, c'est sans danger. On ne peut pas se couper avec. Vous pouvez essayer de vous couper avec, vous n'y arriverez pas, mais ça coupe très bien les légumes, même les carottes ou les choses très dures. Jetez un œil sur internet pour voir à quoi ça ressemble et vous verrez, c'est un outil. S'il y a un outil de cuisine à avoir quand on a des jeunes enfants, c'est celui-là et ça coûte 3 fois rien. Donc franchement, je trouve ça beaucoup plus utile qu'un Thermomix. Donc, ça demande évidemment des compétences. Vos enfants vont apprendre, mais là encore, ça veut dire que plus grands, ils seront capables de cuisiner pour eux-mêmes. Et tout ça, ce sont le genre de compétences qu'on développe justement en vie pratique. La vie pratique Montessori, qui est un domaine entier de la pédagogie Montessori, un domaine dans lequel on apprend aussi des compétences en ménage. On apprend à passer le plumeau, on apprend à passer le balai, on apprend à passer la pelle et la balayette. Et on apprend aussi beaucoup de compétences liées à la cuisine, à la préparation des repas. Tout simplement parce que les enfants adorent ça en général. L'une des premières activités de vie pratique qu'on propose, ce sont les versets. D'abord verser de grosses graines, verser de petites graines, et puis ensuite le verser de l'eau. Donc, vous voyez, ça c'est une compétence qui est très précieuse, très tôt en cuisine. Mais je vous ai dit qu'on aborderait aussi le bricolage. Le bricolage, c'est formidable parce qu'en plus, c'est une activité qui sort un peu de l'ordinaire. Là encore, ça développe des compétences très précieuses pour les enfants plus tard, de savoir, je ne sais pas moi, changer des joints, par exemple. Ça peut être des choses comme ça qu'il faut faire assez régulièrement, hein, qui sont assez basiques dans une maison. Ça peut être changer une ampoule, ça peut être plein de choses. Et puis parfois, ça peut être des projets qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Par exemple, chez nous, dimanche, nous avons fini notre volière. Mon mari a construit une charpente de volière, mais il fallait... en fait, on est tombé sur un couple de faisans dorés et on rêvait justement d'avoir un couple de faisans dorés dans cette volière. On était à une foire aux animaux de la basse-cour et aux animaux de compagnie aussi. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on saute sur l'occasion. Mais la volière n'était pas finie. Donc, on a réservé les oiseaux pour le lendemain. Et en catastrophe, on a fini d'installer tout le filet, le grillage pour couvrir la volière, pour bien bloquer le bas, pour que les prédateurs puissent pas rentrer. Et on s'y est mis tous ensemble. Chacun à sa mesure, évidemment. Hein. Pour notre plus jeune, qui a 8 ans, eh bien, elle appelait ça du tricotage. Elle cousait le filet au grillage avec un peu fil de fer. Et puis, je l'ai rejointe pour faire ça aussi après. Donc, on faisait ça à deux. Pendant que les plus grands grimpaient sur l'escabeau pour mettre le grillage sur le toit, etc., etc. Et c'était un merveilleux apprentissage. Alors, évidemment, encore une fois, il faut adapter ça aux compétences de chacun. Mais ça, c'est quelque chose dont on prend vite l'habitude, vous verrez. Par exemple, si vous avez des jeunes enfants, il peut y avoir un enfant qui est simplement responsable des outils. Ça lui fait apprendre en plus le nom des outils. Et il peut les passer à papa ou maman qui est sur l'escabeau en train de clouer des choses. Tiens, est-ce que tu peux me passer le marteau, s'il te plaît ?
Est-ce que tu peux me passer les pointes? Est-ce que tu peux me passer la vis et la visseuse, etc., etc. Donc, c'est formidable. Avant ça, un grand projet qui nous avait occupé pendant des mois, c'était la construction de notre abri à chèvres. Alors là, c'était une sacrée construction, hein, avec un étage, avec un toit en tuiles, une charpente, c'est un abri de 20 mètres carrés, enfin vraiment quelque chose de conséquent et chacun avait des petites tâches à sa portée. Ça pouvait être de huiler le bois, ça pouvait être de couper, précisément au ciseau et au burin certaines parties, ou au contraire, hein, d'y aller à la à la scie, à la scie circulaire et cetera et cetera. Mais, même dans un appartement, comme je le disais, il y a toujours des petits bricolages à faire. Par exemple, changer les joints. Changer les joints, ça peut être une très chouette activité à faire en vacances avec vos enfants et en plus, encore une fois, vous leur apprenez à prendre soin de leur environnement. Plus tard, ils sauront qu'il faut changer ces joints régulièrement et comment on le fait. Et puis dernière catégorie, je dirais des grandes activités du quotidien qui peuvent plaire aux enfants, il y a le rangement. Souvent pendant les vacances, on a envie de faire du tri. On a envie d'en profiter pour faire plein de choses. Là, par exemple, y compris dans les papiers. Par exemple, moi ce matin, j'ai trié mes vieilles ordonnances. On sortait de chez le médecin. Eh bien, un enfant aurait pu le faire. J'y ai pensé seulement après coup. Mais toutes les ordonnances qui ont plus d'un an sont périmées. Eh bien, j'aurais très bien pu demander à un de mes enfants, y compris à un enfant jeune, hein, de dire, il suffit de connaître les mois de l'année, de dire tout ce qui date d'avant tel mois de telle année, il faut le mettre de côté et puis ensuite peut-être le passer à la déchiqueteuse. Ça aussi, c'est quelque chose que, alors avec des précautions pour les doigts, hein, mais en apprenant bien les règles aux enfants, c'est une activité que les enfants adorent faire. Donc ça peut être faire du tri dans des papiers. Ça peut être de trier les chaussettes. Vous savez, ces petites chaussettes orphelines là, qui traînent dans les machines à laver et qu'on met souvent dans une petite caisse en se disant ah, quand j'aurai le temps, je ferai le tri. Ben là voilà, c'est le moment de faire le tri. Et les enfants sont très forts pour ça. Au final, c'est une compétence qu'on travaille aussi dans la pédagogie Montessori, hein, c'est de la mise en paire. Donc c'est très simple. Ça peut être un peu plus tard de ranger des livres par ordre alphabétique. Ou simplement des BD par collection. On met tous les Astérix ensemble. Ça peut être de faire le tri dans les vêtements trop petits. Où là, l'enfant va peut-être essayer certains vêtements et puis mettre d'un côté ce qui est trop petit, d'un côté ce qui est trop grand, et d'un côté ce qui est juste bien. On se croirait dans Boucle d'or et les trois ours. Et puis petit à petit de replier les vêtements et de les ranger correctement dans son placard. Ça, plier du linge, c'est aussi une compétence qu'on développe dans la vie pratique Montessori. Ça peut être aussi de ranger les petites pièces de jeux de société qui traînent. Vous savez, toutes ces petites pièces, on tombe sur un petit dé, on tombe sur une pièce de monnaie, on tombe sur un jeton, sur un pion, etc. Et puis, on ne sait plus à quel jeu ça appartient. Bref, on met ça de côté. Merci les petits vides-poches qui se remplissent à une vitesse pas possible. Les petites pièces de Lego, les petites pièces de Playmobil. Eh bien, nos enfants sont très forts pour tout ça. Parce qu'ils savent très bien que ce petit morceau de plastique qui pour nous ne ressemble à rien est en fait le sceptre du roi Playmobil du Moyen-Âge. Ou que c'est le petit jeton de tel jeu de société qui est à tel endroit. Donc on peut compter sur eux aussi. Pour tout ce qui est rangement, ils peuvent être très forts. Et pour ces 4 activités, que ce soit le ménage, la cuisine, le bricolage ou le rangement, plus on est nombreux, donc là c'est un petit bonus pour les familles nombreuses, plus c'est satisfaisant de voir l'ampleur des progrès réalisés en peu de temps. Je peux vous dire qu'à 6, un petit rangement quotidien de 15 minutes, c'est incroyablement puissant. Parce que c'est l'équivalent d'1 heure et demie d'une seule personne. Et même plus que ça, parce que pendant 15 minutes, on peut se donner à fond. Pendant 1 heure et demie, on ne peut pas se donner à fond. Donc c'est facilement l'équivalent de 2 heures à 2 heures et demie du travail d'une seule personne. Et du coup, quand chacun a simplement mis l'effort d'1 quart d'heure, eh bien, il reçoit en retour, par la beauté de l'environnement qui l'entoure, 2 heures à 2 heures et demie de travail. Donc ça, c'est satisfaisant vraiment pour tout le monde. Et puis, il n'y a pas que ces tâches du quotidien. Si vous manquez d'inspiration, une simple promenade. C'est important de sortir aussi, hein, surtout avec des enfants. Et surtout quand on est en ville, c'est important de trouver des moments où on peut se ressourcer avec un peu de verdure, ne serait-ce qu'un parc. Eh bien, une simple promenade, ça peut être une merveilleuse occasion de regarder, d'écouter, de sentir la nature.
Et cet éveil des sens, on va le développer dans la pédagogie Montessori grâce à la vie sensorielle Montessori, où on va aider les enfants à raffiner leur sens de la vue, de l'ouïe, mais aussi de l'odorat, du toucher, du goût aussi, et puis des sens que vous connaissez moins, comme le sens stéréognostique, etc. Eh bien, cet éveil des sens, il va pouvoir s'accomplir dans une simple promenade, une simple balade dans la nature. Et ces balades, ensuite, lorsque l'enfant aura fait attention à tout ce qui l'entoure, ou encore une fois, on aura passé un bon moment en famille, hein, eh bien, peut-être que ça pourra inspirer une activité créative. Peut-être que ça pourra inspirer plutôt la création, plutôt qu'une activité créative. Mais ça se fera de manière spontanée et naturelle. Par exemple, un enfant qui rapporte, en ce moment on est en automne, des petites pommes de pin et des feuilles mortes de toutes les couleurs qui sont tombées. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à mon assistante, il y a pas longtemps. Et à leur retour de promenade, avec ces 2 enfants, ils ont fait un centre de table avec des éléments de la nature. Et c'est quelque chose de magnifique qui leur rappelle de bons souvenirs de cette promenade, mais qui n'a pas nécessité la préparation de quelque chose de spécifique. Voilà, ils ont simplement, mis ensemble tous ces éléments naturels pour faire un joli centre de table. Donc comme vous le voyez, il y a plein de façons d'occuper ses enfants, sans y passer, des heures en préparation. Il vaut mieux consacrer ce temps vraiment à du temps passé ensemble. On peut gagner du temps même sur les tâches du quotidien et les faire avec nos enfants. Donc c'est toujours plus de temps pour eux et ça, ils en ont vraiment besoin, sans pour autant nous surmener. Et en plus, en général, non seulement ça ne coûte rien, mais ça nous permet de prendre soin de ce que l'on a déjà. Hein, quand on entretient sa maison, eh bien tout dure plus longtemps. Donc, pas de coût en temps ni en argent. Et on développe à fond le sentiment d'appartenir et de contribuer chez nos enfants. Et à travers ces 2 sentiments-là, la famille, ça devient quelque chose de vraiment réel et de concret. Alors j'espère vous avoir inspiré pour occuper vos enfants sainement, sans vous-même vous surmener. Et si vous avez envie de développer ces compétences chez eux, n'hésitez pas à jeter un œil à nos formations vie pratique et vie sensorielle Montessori. Je vous partage aussi dans les notes de cet épisode, l'épisode 28 du podcast qui portait sur le thème «Faut-il occuper son enfant toute la journée?» qui pourra aussi vous intéresser. Et n'oubliez pas d'aller consulter la liste des tâches ménagères par âge dans le terrier des Montessori 7. Tout ça, c'est dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances, même si ce ne sont peut-être que les vacances de vos enfants. Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hé, psst! N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux ateliers de parents en discipline positive que je propose pour novembre et décembre. Je le fais très rarement. Les derniers, c'était en mai 2024 et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais en reproposer. Donc là, vraiment, vraiment profitez-en. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra répondre à toutes vos interrogations, mais il y a déjà un certain nombre de réponses sur le site internet où vous pouvez vous inscrire, qui est dans les notes de cet épisode. Allez, je vous dis à très bientôt. Anne-Laure.